Alors, nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Attachez vos ceintures, mettez votre téléphone sur mode avion, s'il vous plaît. Nous partons en Patagonie. Ces terres qui sont le plus au sud du continent américain et qui comprennent le sud de l'Argentine, qui s'étendent au sud de l'Argentine et au sud du Chili. Vos guides ce soir, comme vous avez pu le voir sur le programme, seront Stefan Zweig, qui nous parlera de Magellan, celui qui a découvert le détroit qui relie au sud donc de l'Amérique, qui relie l'Atlantique au Pacifique. Puis, nous aurons Francisco Coloane, qui est lui un écrivain chilien et qui a écrit Le Passant du bout du monde. Après, un autre écrivain chilien, Luis Sepulveda, que malheureusement le Covid, il y a 3 ou 4 ans, a fait disparaître, et qui a écrit Le monde du bout du monde. Et nous terminerons avec Pablo Neruda. Votre équipage ce soir, c'est bien sûr les lecteurs de l'association L'Éveillé d'antan, qui sont assistés aujourd'hui par Jean-Michel Perrault au piano. Depuis le 20 septembre 1519, la flotte de Magellan a quitté les côtes européennes à la recherche du passage qui relierait l'Atlantique et le Pacifique. Elle descend maintenant la côte est du Brésil et, après de nombreuses péripéties, arrive dans la prison glaciale du port de San Julián. Les vivres commencent à manquer et une mutinerie éclate que Magellan mate d'une main de fer. Nous sommes au début de l'année 1520 et l'hiver retient la flotte de Magellan dans ce triste port de malheur pendant 4 mois. Le temps s'écoule, vide et pesant.
Aussi, l'amiral, qui sait par expérience que rien n'est pire que l'oisiveté pour rendre les hommes mécontents, se décide à occuper les matelots à un travail incessant. De la quille à la pointe des mâts, il fait restaurer complètement les navires, fatigués par près d'une année de voyage. Il donne l'ordre d'abattre du bois, de tailler des poutres. Peut-être même invente-t-il des travaux superflus uniquement pour faire croire aux hommes que le voyage va reprendre bientôt, qu'ils ne tarderont pas à quitter cette solitude hivernale pour se diriger vers les îles enchanteresses. Enfin, se montre un premier signe de printemps. Durant toutes ces semaines sombres et froides, l'équipage avait déjà cru être relégué dans un pays absolument désert, où ne vivait ni homme, ni bête. Le sentiment d'angoisse qu'il éprouvait à ce sujet avait encore aggravé son état de dépression. Or, un beau matin, apparaît sur la colline une silhouette étrange. Un homme qu'au début, ils ne reconnaissent même pas comme un de leurs semblables, car tout d'abord, surpris et effrayés, il leur semble être d'une taille gigantesque. Il était si grand que nous lui allions juste à la ceinture. Il était bien bâti, avait un visage large avec des cernes rouges et jaunes autour des yeux, et 2 taches en forme de cœur sur les joues. Ses cheveux étaient courts et teints en blanc, et son vêtement fait de peaux de maître cousues ensemble. Ce qui étonne tout particulièrement les navigateurs, ce sont les pieds de ce monstre humain. Et c'est à cause de ces grands pieds, Patagao, qu'ils dénomment par la suite les indigènes de ce pays des Patagons et leur terre, la Patagonie. Mais bientôt, la peur que leur inspirait ce fils d'Enoch disparaît. L'homme étend les bras en ricanant, se met à danser et à chanter en répandant du sable sur ses cheveux teints. Magellan, qui connaît parfaitement, de par ses précédents voyages, les coutumes des indigènes, interprète très justement cette attitude comme un désir de rapprochement amical et donne l'ordre à un matelot de danser de la même façon et de se répandre également du sable sur la tête. À la grande joie des marins, le sauvage accueille effectivement cette pantomime comme un signe de bienvenue et s'approche d'eux. Pour la première fois, ils ont une distraction dans ce désert. Car lorsqu'on met un miroir de métal sous le nez du bon géant, sa surprise est telle qu'il sursaute brusquement en arrière, entraînant dans sa chute 4 matelots. Son appétit est si formidable qu'à le voir manger, les pauvres marins en oublient qu'ils n'ont droit qu'à une ration réduite. Ils regardent avec des yeux ronds comment ce gargantua boit d'un seul trait tout un seau d'eau et avale une demi-corbeille de biscuits comme il le ferait d'un petit pain d'épices. Et quel éclat de rire lorsqu'il engloutit d'un seul coup, avec la peau et les os, quelques rats qu'il lui présente. Bientôt, une sympathie cordiale naît entre le sauvage et les matelots. Et lorsque Magellan lui fait cadeau de quelques clochettes, il va chercher d'autres géants, et même quelques géantes. Mais c'est précisément cette absence de méfiance de leur part qui va causer la perte de ces enfants de la nature. Comme Christophe Colomb et autres explorateurs, Magellan a reçu de la Casa de Contratación la mission formelle de ramener en Espagne quelques spécimens, non seulement des plantes et des minerais, mais aussi des nouvelles espèces humaines qu'il rencontrerait au cours de son voyage. Or, capturer vivant un homme de cette taille ne paraît pas moins dangereux aux matelots que de saisir une baleine par une de ses nageoires. Avec embarras, ils tournent autour des Patagons, mais au dernier moment, toujours le courage les abandonne. Enfin, on imagine une ruse assez vilaine. On fait à 2 des indigènes un si grand nombre de cadeaux qu'ils ont besoin de tous leurs doigts pour ne rien laisser tomber. Puis, on leur montre encore un objet, au cliquetis ravissant, des chaînettes, et on leur demande s'ils ne voudraient pas en porter aux chevilles. Les pauvres Patagons rient de plaisir et, enthousiasmés, font signe que oui.
Leurs cadeaux dans les mains, ils regardent avec curiosité les matelots leur poser autour des chevilles ces beaux anneaux froids qui font une si joyeuse musique. Mais toc! Ils sont pris. Maintenant, on peut les empoigner et les jeter à terre sans crainte, comme s'il s'agissait de sacs de sable. Enchaînés, ils ne sont plus dangereux. En vain les malheureux poussent-ils des hurlements. En vain se tordent-ils sur la plage, frappant autour d'eux et appelant au secours leur dieu Stébos, comme Shakespeare a emprunté le nom, la Casa de Contrastación. Elle veut des curiosités. Tels des taureaux vaincus dans l'arène, on les traîne sur le sable et on les transporte sur les navires, où ils ne tarderont d'ailleurs pas à périr lamentablement par suite de manque de nourriture. Mais cette agression perfide des représentants de la civilisation a détruit d'un seul coup la bonne entente qui régnait entre eux et les indigènes. Ceux-ci se tiennent désormais hors d'atteinte, et comme un jour une troupe de matelots leur donne la chasse pour s'emparer également de quelques femmes, ils se retournent contre leurs poursuivants et en tuent un. Magellan, possédé par son idée fixe de la route cachée, insiste pour que l'on fouille ce golfe étrange. Les pilotes obéissent de mauvaise humeur. Ils préféreraient poursuivre le voyage car ils pensent tous qu'il s'agit d'une baie fermée. 2 navires reçoivent l'ordre d'aller en avant, aussi loin qu'ils le pourront, mais d'être de retour au plus tard dans 5 jours. Le temps est devenu précieux et les provisions diminuent encore. 5 jours, c'est le dernier enjeu qu'il peut consacrer à cette dernière tentative. Les 2 navires, restés avec Magellan, le Trinidad et le Victoria, se proposent d'explorer la partie extérieure de la baie, jusqu'au retour des 2 autres. Mais encore une fois, la nature se cabre, comme si elle voulait les empêcher de violer son secret. Un vent violent se lève soudain, un de ces brusques ouragans, comme il y en a fréquemment dans la région, dont les vieilles cartes espagnoles disent « Ici, il n'y a jamais de bonne saison ». En un clin d'œil, une écume blanche et sauvage envahit la baie. Les câbles qui retiennent les ancres du Trinidad et du Victoria sont arrachés. Et les 2 vaisseaux, toutes voiles baissées, se laissent pousser de côté et d'autre par le vent. C'est une chance que la tempête ne les précipite pas contre les écueils. Cela dure 2 jours. Mais ce qui préoccupe Magellan, ce n'est pas son propre sort, car le danger d'être jeté contre le rivage est moins grand pour ces 2 navires que pour le San Antonio et le Concepción, que la tempête a sans doute surpris à l'intérieur du détroit, où ils n'ont pas une place suffisante pour louvoyer ni la possibilité d'ancrer et de se réfugier quelque part. À moins de miracle, ils ont dû être détruits. Attente fiévreuse, atroce. Un jour passe, un deuxième, un troisième, un quatrième, et les navires ne reviennent toujours pas. Maintenant, Magellan est fixé. Il sait que si ces 2 vaisseaux sont perdus,
tout est perdu. Avec 2 bâtiments seulement, il ne pourra pas poursuivre son voyage. Son rêve, son projet, se sera brisé contre ces rochers. Enfin, un signal de la une. Mais, amère déception, ce que le guetteur a aperçu, ce ne sont pas les navires attendus, c'est une colonne de fumée dans le lointain. Moment effroyable. Une colonne de fumée, cela ne peut que signifier que des naufragés appellent à l'aide. Ainsi, le San Antonio et le Conception, ces 2 meilleurs vaisseaux, ont échoué et son entreprise a avorté dans ce golfe sans nom. Déjà, Magellan ordonne de mettre les canots à la mer pour aller chercher les survivants. Mais, juste à ce moment, la situation se retourne. Une voile! Un navire! Béni sois-tu, ô mon Dieu! Un des 2 bâtiments est sauvé. Mais non! Ce sont les 2! Le San Antonio et le Conception qui reviennent, sains et saufs. Mais qu'arrive-t-il? À peine sont-ils en vue que là-bas, à bâbord, un éclair à lui. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et l'écho renvoie en grondant le bruit du canon. Que s'est-il passé, alors qu'on a si soigneusement jusqu'ici épargné la poudre? Pourquoi tirer ces salves successives? Pourquoi a-t-on hissé tous les drapeaux, toutes les oriflammes? Pourquoi les capitaines et les hommes font-ils des signes de loin et crient-ils? Et quels sont leurs cris? Vu la distance, on ne peut pas encore saisir les paroles qu'ils prononcent. Mais tout le monde, et Magellan le premier l'a compris, c'est le langage de la victoire. Et vraiment, c'est un message béni que rapportent les 2 navires. Le cœur brusquement dilaté, Magellan écoute le rapport que lui fait Serrao, l'un des pilotes. Au début, cela avait été très dur. Il s'était déjà engagé assez loin à l'intérieur de la baie lorsque la tempête avait éclaté. Quoiqu'ils eussent tout de suite amené les voiles, ils avaient été chassés en avant par les vagues. Déjà, ils se voyaient sur le point d'être jetés contre le fond de la baie
lorsque soudain ils avaient remarqué qu'elle n'était pas du tout fermée comme ils le croyaient, mais s'ouvrait derrière une saillie, en une sorte de canal. Par cette route plus tranquille, ils étaient parvenus dans une seconde baie qui se rétrécissait à son tour, pour s'élargir ensuite. Pendant 3 jours, ils avaient ainsi avancé, sans parvenir au bout de cette étrange voie d'eau. Ils n'en avaient pas trouvé la sortie, mais une chose était sûre, ce n'était pas un fleuve, car l'eau en était salée, et la séparation entre la mer et la côte, toujours nette et régulière. Elle ne se rétrécissait pas comme un fleuve au fur et à mesure qu'on s'avançait à l'intérieur, mais au contraire, s'élargissait toujours en conservant sa même profondeur. C'est pourquoi il était plus que probable que ce fjord, ce canal, conduisait et aboutissait à la mer du Sud, si longtemps cherchée, et dont peu d'années auparavant, Nunes de Balboa avait aperçu le rivage des hauteurs de Panama. On peut s'imaginer quelle joie ce message d'espérance apporte à Magellan. Déjà, il avait au fond de lui-même renoncé à son entreprise, envisagé le retour par le cap de Bonne-Espérance, et personne ne sait quelle prière secrète il avait adressée à Dieu et à ses saints, quel vœu il avait fait. Et voilà que son rêve se réalisait juste au moment où il allait reculer. Qu'on n'attende plus un seul instant, qu'on lève l'ancre, qu'on déploie les voiles. Une dernière salve en l'honneur du roi, une dernière prière à l'amiral suprême, et qu'on s'enfonce courageusement dans le labyrinthe. Qu'il trouve dans les eaux acquéroniennes une voie menant vers l'autre mer, il sera le premier à avoir découvert la route permettant de faire le tour de la Terre. Et les 4 navires s'engagent dans le détroit, qu'en l'honneur de ce jour, Magellan dénomme le canal de la Toussaint, mais que la postérité reconnaissante appellera le détroit de Magellan. Ce dut être un spectacle étrange que celui qui s'offrit à la vue des marins lorsque les 4 bâtiments s'engagèrent doucement et sans bruit dans cette baie noire et tragique où jamais encore aucun homme n'avait pénétré. Autour d'eux, un silence de mort et des falaises abruptes qui semblaient les fixer d'un regard métallique. Sombre est le ciel, sombre est la surface de l'eau. Telle la barque de Charon sur les eaux du Styx, ombre parmi les ombres, les navires s'avancent sans hâte dans ce monde des enfers. Au loin brillent des montagnes au sommet couverts de neige, d'où arrive la nuit un vent glacial. Nulle part un être vivant. Et cependant, des hommes doivent habiter ces parages, car le soir, des feux brillent dans l'obscurité. C'est pourquoi ils appellent ce pays la terre de feu. Jamais une voix, jamais une silhouette mouvante. Lorsqu'une fois Magellan envoie des matelots à terre dans un canot, il ne trouve ni maison, ni habitation, mais seulement un cimetière, quelques dizaines de tombes abandonnées. Le seul animal qu'il rencontre est un requin mort, dont le cadavre sur le rivage est lavé par les flots. Le cœur serré, les marins contemplent avec étonnement ce paysage spectral. Il leur semble être transportés brusquement dans un autre monde, un monde lunaire. Un mois entier, Magellan s'obstine dans sa recherche, dans ce carrefour ininterrompu, ce labyrinthe de baies, de fjords et de canaux. Enfin, la chaloupe envoyée en reconnaissance revient. Et cette fois encore, les matelots font signe de loin, comme le jour de la Toussaint, où fut découverte l'entrée du canal. Mais la nouvelle qu'ils apportent est 1000 fois plus importante. Ils ont enfin trouvé la sortie du canal. Ils ont vu de leurs propres yeux la mer à laquelle il aboutit, la mer du Sud, le grand océan inconnu. Thalassa! Thalassa! Le vieux cri de joie par lequel les Grecs, au retour d'un long voyage, saluaient la terre de la patrie. Ce cri retentit de nouveau.
quoique dans une autre langue. Quelque chose se produit que personne n'aurait attendu de cet homme de fer. Magellan, qui n'a encore jamais trahi ses sentiments, est vaincu par l'émotion qui lui monte à la gorge. Ses yeux se remplissent de larmes chaudes, brûlantes, et roulent dans le buisson épais de sa barbe. Magellan pleure de joie. Je suis né sur la côte orientale de la grande île de Chiloé qui protège, de sa base granitique détachée de la cordillère côtière, les petites îles éparpillées entre le canal de Chacao et les bouches du Guafo. La vie de cette région est rythmée par le flux et le reflux océaniques qui obéissent aux cornes de la Lune, et peut-être à celles qui se cachent au-delà des astres, et par les pluies semées par la rose des vents. Il pleut là-bas de 1000 manières. Rafales mugissantes tombées d'un ciel noir, intarissables sanglots célestes transperçant le cœur des vivants qui entrent en communication avec leurs morts reposant dans des cimetières de coquillages, larmes d'animaux aquatiques ou mythologiques tapis au fond des eaux, violentes giclées pareilles à celles des holoturies enfouies sous le sable, ou coups de poing des tempêtes qui s'abattent du ciel. Le diable se chamaille avec sa femme, entend-on dans la pénombre des foyers paysans. Parfois, le déluge
se déchaîne pendant 40 jours et 40 nuits. On ne sait plus d'où viennent les pleurs. Ciel et terre se retrouvent mêlés aux poissons, aux oiseaux, aux créatures aquatiques, aux sorciers et démons hérissés d'oreilles et de queues. Ainsi venons-nous au monde, nous les chilotes, et ainsi mourrons-nous, enfermés dans notre scaphandre cosmique, guidés par les lumières et les ombres du ciel et des abîmes. Ma lointaine enfance s'est déroulée entre deux îles de l'archipel de Chiloé. Entre les deux îles passe le canal de Kaukawe, qui forme un angle obtus, au sommet duquel se trouve le port de Quemchi, qui ne comptait guère à ma naissance plus de 500 habitants. À l'ouest du bassin d'échouage, à la terre de la Pointe, dans une maison construite sur des pilotis de bois enduits de goudron, ma mère, Omiliana Cardenas Bera, paysanne de Huité, me donna le jour à 5h30 du matin le 19 juillet 1910. Ce jour-là, mon père, Juan Agustin Caluane Muftoz, capitaine d'un bateau de cabotage, était en mer. Dans la maison, une passerelle en bois reliait la cuisine à la salle à manger. À marée haute, la houle arrivait sous la chambre, si bien que je n'ai guère tardé à passer de la rumeur des eaux maternelles à celle des eaux de la mer. Flux et reflux des marées et des sangs n'ont jamais cessé de m'accompagner. La voix de ma mère et la rumeur de la mer ont bercé mon enfance. Je continue à les aimer et à les craindre. Tous les matins, elle me criait « Panchito, debout! Le bateau est prêt !» Et je me levais en rechignant pour déjeuner, puis embarquer sur une chaloupe à 4 bancs, couleur de plomb, construite en planches de cyprès, aux membrures taillées dans du bois de Cachidua, qui nous emmenait au fond de l'estuaire de Tubildad. Là, nous possédions des champs de blé, de pommes de terre, de lin et de légumes, ainsi que des animaux, quelques centaines de moutons et quelques dizaines de bovins. Ma mère s'asseyait à la poupe, enchâssait la rame gouvernail dans un tollé, tel un guidon de bicyclette, et s'emparait des cordages avec lesquels elle manœuvrait l'embarcation comme elle l'eût fait avec les rênes d'un cheval. Il nous fallait près d'1 heure, selon le vent et les courants, pour aller de Quemchi à Tubildad. Nous devions doubler le promontoire de Pinken, étrange formation sédimentaire qui s'avance dans la mer comme une muraille boisée, percée en son centre d'une ouverture où les bateaux peuvent se faufiler à marée haute pour gagner plus rapidement le large. Mais quand le vent se lève, la houle du golfe d'Ankout s'y engouffre, rendant le passage dangereux. Au retour, il vaut mieux doubler prudemment la pointe avant de s'engager dans la baie. Les jours de calme plat, les eaux sont tellement transparentes que l'on distingue les fonds et les rochers tapissés de toutes sortes de coquillages. Sur les hauteurs de Tubildad, nous possédions une maison en bois d'1 étage et demi avec 2 terrasses, l'une donnant sur les bois et les coteaux, au milieu des champs que les ragondins venaient parfois saccager. On leur lançait les chiens aux trousses, on plaçait des pièges, on les chassait dans la lagune à bord d'une barque à fond plat, et on ne rentrait jamais sans avoir fait une bonne provision d'œufs de canard sauvage. Cette lagune se déversait dans la mer par une grande cascade qui tombait tel un long ruban de mousse blanche. Une falaise couverte de fougères, de myrtes, de pangas. De la mer venaient des cheyesses et les mouettes. De l'intérieur des terres, les coutoutas, les tabouas et toutes sortes de canards. Dans notre arrière-cour, je voyais s'envoler des bancs d'oies qui partaient se mêler à leurs congénères. C'était un joyeux charivari qui a gravé en moi, dès l'enfance, l'image d'une terre promise que je n'ai plus jamais retrouvée. En face de la maison, ma mère cultivait un potager où il y avait tout, notamment des groseilles et des framboises qu'elle vendait au marché.
Mon père avait rapporté de ses voyages des côtes et des vertèbres de baleines qui nous servaient de table et de siège. Je jouais parmi ces grands ossements blancs trônant dans les herbes et les fleurs, et je me sentais comme un Jonas dans le ventre d'un cétacé. De là, sans doute, provient mon romantisme de la chasse à la baleine. Si j'avais été poète, j'aurais écrit le long poème d'un enfant naviguant dans les profondeurs des mers, passant d'une baleine à l'autre comme un astronaute dans l'espace. Et curieux, on dit que la vie et l'homme viennent de la mer. Mais celui-ci a beau avoir marché sur la Lune, il n'a pas été capable encore de fouler de grands fonds marins. À la mi-juillet 1923, je dois interrompre ma scolarité à Chiloé et la poursuivre à Punta Arenas. C'est mon premier voyage sur l'océan. Nous faisons escale à Puerto Montt, atteignons Magallanes 4 jours après, puis le Paso del Indio, où les Indiens à la Calouf ont l'habitude de venir en canoë à la rencontre des bateaux. Parmi les femmes qui se trouvent sur ces longues embarcations, je remarque étonné que l'une d'elles tient un pingouin dans ses bras, comme un enfant. Plus tard, j'apprendrai que les Alakalouf protègent leurs nouveau-nés du froid en les couvrant d'une peau de pingouin. Une nuit, je reste avec mon frère qui est de quart. Le ciel est dégagé, scintillant d'étoiles. La lune brille. Les cordillères enneigées se reflètent à la surface des eaux. Par moments, la proue du navire heurte des glaçons. On dirait que nous naviguons en plein ciel au-dessus des étoiles. Enfin, par une matinée cristalline, apparaît Punta Arenas, la grande ville australe, enrobée de neige. Cette arrivée à Punta Arenas reste pour moi ineffaçable. Plus tard, après mes études interrompues à la mort de ma mère et le service militaire, quand je quittais l'uniforme pour retourner à la vie civile, la nécessité de travailler se fit pressante. J'appris que les estancias de Donna Sarah Brown recrutaient du personnel. Je me présentai donc dans les bureaux de cette dame, puissante estanciera à la réputation légendaire. L'entretien fut cordial. Assise derrière un bureau monumental, elle plongea sa plume dans l'encrier
et écrivit une lettre à un certain Gibbons, un de ses administrateurs, auquel je rendis aussitôt visite et qui me proposa de quitter Punta Arenas pour Porvenir, en terre de feu, où je travaillerais à l'Estancia Sara, la plus importante de toutes celles que possédait Donna Sara. Joie, impatience, nouveaux horizons. Par une journée de la fin de l'année 1928, je quittais Punta Arenas à destination de Puerto Porvenir, à bord précisément du Porvenir, un caboteur dont le nom m'est resté gravé, tout comme celui du chauffeur, Espero, Miroir, qui vint me chercher au port pour me conduire à l'Estancia Sara. Je me sentis content pendant ma première journée de travail, mais je remarquai vite la rudesse du climat. Un vent glacial me transperçait jusqu'aux os. Chaque journée m'apportait son lot de nouveautés. J'ai plusieurs fois aidé à empoisonner des moutons avec de la strychnine et de l'arsenic, afin de tuer les charognards et les mouettes pillardes qui attaquaient les agneaux nouveau-nés. À cette époque, je ne pouvais pas imaginer que la chair empoisonnée des moutons avait naguère servi à tuer les Indiens Ona. En cette année 1929, il n'en restait pas beaucoup, la plupart ayant été exterminés par les bandes de chasseurs de têtes payés par les grands éleveurs de bétail. Mais cela, je ne l'apprendrai que des années plus tard. L'Estancia Sara comptait 90 000 moutons, quelques milliers de bovins, 3 chevaux et des centaines de chiens répartis dans les puestos et les sections du domaine. Accomplir autant de tâches, certaines ennuyeuses, d'autres distrayantes, supposaient un nombre considérable de bras. Dans les travaux durs et dangereux, chacun apprenait à connaître à qui il avait affaire. Une des tâches les plus délicates que l'on est amené à faire dans une estancia est celle de châtreur à dents. On m'avait confié un puesto de 3000 moutons. Assisté de 2 hommes, je devais châtrer les agneaux de moins de 2 mois, qui ainsi se développent pleinement et donnent une viande délicieuse. À cette époque, l'élevage des ovins était une des principales ressources de la province de Malaganes. La plupart des produits étaient exportés vers l'Angleterre. Selon les estancieros, chaque mouton avait besoin d'1 hectare pour grandir dans de bonnes conditions, et chaque toison leur rapportait 1 livre sterling. La besogne durait 1 mois entier, pendant lequel il fallait dormir sous la tente, dans des terres balayées par des vents qui transpercent et qui brûlent. Le travail de châtreur était essentiel. Il faut d'abord avoir une bouche saine et de bonnes dents. On prend entre les doigts la petite bourse de testicule de l'agneau. On pratique une incision au-dessus de la bourse et d'un coup de dent, on arrache les 2 testicules de la taille d'un pois chiche. On recrache et on referme la plaie en pressant avec les lèvres. Les vénules s'enroulent et le sang cesse de couler. C'est une sorte de cautérisation spontanée. Opéré au couteau, l'animal en mourrait. La salive contient un élément antiseptique qui, dit-on, aide à la cicatrisation. Aujourd'hui, même avec mon dentier, je crois que je pourrais encore exécuter cette tâche, exercée comme je le suis, après avoir châtré des milliers de pauvres agneaux. Dure besogne pour un homme, dans ce climat inhospitalier où il est dangereux de lâcher la bride à l'imagination. La facilité n'a pas de place sous ces latitudes.
À Noël ou au Nouvel An, nous avions 2 ou 3 jours de congé, dont chacun profitait selon son humeur et sa bourse. Les chefs et les administrateurs recevaient d'Angleterre les victuailles des fêtes. Des contrebandiers, surnommés les Zeppelin, s'introduisaient dans les estancias et vendaient aux employés et aux ouvriers de l'alcool, des cigarettes et du tabac. Parfois, ces individus nous invitaient à jouer aux cartes, nous offraient quelques verres et nous plumaient en moins de 2. Nous prenions aussi le chemin de Rio Grande, un hameau d'une demi-douzaine de maisons au toit de tôle, posées comme des mouettes grises à quelques kilomètres de la rive nord de l'embouchure du fleuve qui traverse la terre de feu quasiment de part en part. Son cours puissant ne faisait pas grand cas des traités qui établissent la frontière entre le Chili et l'Argentine selon le Divorcium Aquarium. Ce qui est valable pour la cordillère des Andes ne l'est pas pour les steppes fuégiennes. Une de ces maisons, celle du Pelé, arborait une pancarte verte qui annonçait « Hôtel ». Collée sur une petite fenêtre, une feuille de papier précisée d'une écriture grossière, le gîte pour l'homme et le cheval à prix unique. Rio Grande était une espèce de frontière où confluaient gens de terre et gens de mer. Les uns gardiens de troupeaux, puesteros, ou simples paysans, les autres chercheurs d'or des îles Picton, Lennox, Navarino, ainsi que des chasseurs de phoques des archipels du Cap Horn et de Diego Ramirez. Parfois, accostait une goélette phoquière des îles Malouines ou d'Antarctique. La maison du Pelé était un lieu de troc. On y échangeait de l'or, et tout ce qui brille, contre des peaux et des fourrures. Chez ses voisines, on se livrait au commerce des femmes et du sexe. Dans mon souvenir, Rio Grande est indissociable de mon séjour en terre de feu. Absorbé par mon travail à l'Estancia Sara, je ne me rendais pas compte des traces profondes qu'il laissait en moi. Pour le jeune homme de 20 ans que j'étais, la terre de feu devenait chair, esprit. La Patagonie argentine et chilienne est également très présente dans mes souvenirs. La vie est opiniâtre dans ces confins du monde, et la nature y est faite de contrastes saisissants. En été, le jour tombe vers minuit et se lève entre 2h30 et 3h du matin. En hiver, la lumière se retire à 3h de l'après-midi et revient à 9h du matin. Chez les hommes, coexistent une horrible cruauté et une tendresse infantile. L'Estancia, avec ses prairies et ses collines, était un immense jardin de hautes herbes. Une rivière le bordait au sud. À l'est, l'Atlantique et les lacs, où nichaient les cygnes à col noir et les flamands à l'époque des migrations. Au printemps, c'était un bouillonnement de vie sauvage. Guanacos, renards, rongeurs, oies, outardes, canards. Des foules d'oiseaux venaient du nord pour y pondre et repartaient en automne avec la jeune génération. Les vastes horizons, les interminables plaines quasiment au niveau de la mer, les collines taillées comme au burin, soulevées en d'autres temps par des déplacements de glaciers, le vent violent et le ciel parfois miraculeusement apaisé. Tout cela était pour moi un extraordinaire décor aux profondes et mystérieuses résonances écologiques et telluriques, mais aussi, du moins à mes yeux, une création que je plaçais au niveau de l'art. À cette époque, un cavalier était la seule aspérité qui déchirait les draps du vent, la plaine infinie et la lumière de l'horizon. Quand je me sentais gagné par le désespoir, j'enfourchais mon cheval et je partais au galop me perdre dans la tempête ou dans la brume, me faire transpercer par la pluie, lutter contre les vents sifflants. Là était la vérité d'une vie inconnue que j'ai fini par comprendre après m'en être éloigné. Le galop était le seul rythme approprié à cette nature
qui ne se laisse pas oublier et qui a obsédé bien des esprits, à commencer par celui de Charles Darwin. Y aurait-il une mémoire inconsciente qui s'imprègne de ces vastes paysages autrefois sous les eaux et nous lie subtilement à eux? Une histoire a marqué ma vie. Moby Dick, d'Herman Melville. J'ai lu ce livre à 14 ans. Et à 16, je n'ai pu résister davantage à l'appel du Sud. Au Chili, les vacances d'été durent de la mi-décembre à la mi-mars. D'autres lectures m'avaient appris que de petites flottes de baleiniers mouillaient aux confins continentaux du cercle antarctique. Et je brûlais d'impatience de connaître ces hommes que j'imaginais les héritiers du capitaine Achab. Convaincre mes parents de la nécessité de ce voyage n'a été possible que grâce au soutien de l'oncle Pepe, qui de plus m'a payé mon billet jusqu'à Puerto Montt. Les premiers 1000 et quelques kilomètres du voyage à la rencontre du monde du bout du monde, je les ai faits en train jusqu'à Puerto Montt. Là, face à la mer, les rails s'arrêtent brusquement. Après, le pays se morcelle en milliers d'îles, d'îlots, de canaux, de passes, jusqu'aux abords du pôle Sud. Et dans la partie continentale, les cordillères, les glaciers, les forêts impénétrables, les neiges éternelles, les lagunes, les fjords et les faibles capricieux empêchent de tracer des routes ou des voies ferrées. À Puerto Montt, grâce à la recommandation de mon oncle bienfaiteur, j'ai été acceptée dans l'équipage d'un bateau qui embarque et débarque marchandises et passagers entre cette ville et Punta Arenas, la ville la plus australe du monde. Le capitaine de l'Étoile du Sud s'appelait Miroslav Brandovic, et c'était un descendant d'émigrés yougoslaves que mon oncle avait connu au cours de ses aventures en Espagne, puis dans le maquis français. Il m'a accepté à son bord en qualité d'aide cuisinier. Et nous avions à peine levé l'ancre que j'ai reçu un couteau aiguisé avec l'ordre d'éplucher un sac de pommes de terre. Le voyage durait 1 semaine. Nous devions parcourir 1 millier de milles environ pour atteindre Punta Arenas. Le bateau s'arrêtait d'abord devant des anses ou des ports de faible profondeur, sur la grande île de Chiloé, chargé des sacs de pommes de terre, d'oignons, des tresses d'ail, des ballots d'épais ponchos de laine vierge, puis poursuivait sa route sur les eaux toujours agitées du golfe de Corcovado, avant d'emprunter la bouche nord du canal de Moraleda
et de pénétrer dans le grand fjord d'Eisen, seule voie menant à la douce quiétude de Puerto Chacabuco. Il relâchait quelques heures dans ce lieu protégé par des cordillères, juste le temps de profiter de la profondeur donnée par la marée haute, et le chargement terminé, presque toujours de la viande, il reprenait le chemin de la pleine mer. Cap à l'ouest-nord-ouest, jusqu'au débouché du Grand Fjord et au canal de Moraleda. Alors, prenant la direction du nord, il s'éloignait des eaux gelées de San Rafael, des bancs de glace, des malheureuses embarcations happées par leurs tentacules de gel, avec bien souvent tout leur équipage. Plus au nord, après un certain nombre de milles, l'étoile du sud obliquait vers l'ouest, doublait l'archipel des Guatecas et gagnait la pleine mer pour continuer sa route, presque en ligne droite, la proue pointée vers le sud, jusqu'à Punta Arenas. Quelques jours après, j'embarquai sur le baleinier l'Évangéliste. Un soir, à la tombée de la nuit, nous sommes rentrés dans le canal Cockboom, machine réduite au quart. Le patron, que l'on appelait le Basque, est resté toute la nuit à la barre et ne l'a laissé qu'au petit matin, quand nous avons débouché en pleine mer. Nous avons navigué pendant quelques heures dans les eaux calmes du canal baleinier, et le Basque a donné l'ordre de stopper les machines devant l'une des deux criques de l'île de Londonderry. Les chilotes ont mis 2 canots à la mer, ils ont chargé des barils que j'avais vus dans l'entrepont pour les transporter dans la construction de bois qui dominait la crique. C'était le poste. Et on voyait tout autour des formes qui, à première vue, ressemblaient à des troncs pétrifiés. Le Basque m'a invité à descendre à terre et j'ai découvert que ces troncs étaient les ossements de centaines de baleines qui avaient été dépecées sur la plage de galets et de coquillages. Ça vous impressionne, petit? Sûr que cette partie-là, ce n'est pas dans les romans. C'est la destination finale des baleines. On les harponne d'abord avec le canon pour être certain de les tenir. On les achève au harpon à main. On les remorque jusqu'au poste et les couteaux entrent en action. Tout ce qui peut servir est salé et va dans des barils. Ce qui reste, c'est pour les mouettes, les cormorans. À la fin de 1981, à Puerto Ibáñez, j'ai trouvé un cotre aux lignes anciennes, fait pour les longs parcours, et j'ai acheté le Finistère. Matelot compris. Mais oui, une espèce de géant, noble comme le pain et sans autre foyer que le bateau, et qu'on appelle Petit Pedro, pour le différencier de l'autre Pedro, son père, qui dépasse les 2 mètres. Avec Petit Pedro, on s'est compris dès le premier moment. On a mis le bateau en état et on a pris la mer, cap au sud.
Sur l'île Serrano, où personne n'habite, le climat extrêmement hostile et rigoureux fait peur. Et je pense parfois que ces milliers d'îles, d'îlots et de rochers sont ce qu'il y a de plus proche du moment de la création. Ça m'a paru le meilleur endroit pour jeter l'ancre, le temps qui me reste, mon vrai port. Et c'est ainsi que le petit Pedro et moi, on a navigué des années entières sans se cogner à personne, en laissant la sage humeur de la mer mener notre vie. Mais rien ne dure. Un jour, nous nous sommes rendus compte que les dauphins s'absentaient à des époques anormales. Puis, les baleines pilotes ont cessé de sauter devant les falaises de l'île de Vandermeul. Le golfe de Pénasse, qui voyait toujours au printemps l'accouplement des baleines pilotes, était calme comme une eau morte. Le désastre écologique provoqué au nord de Reloncaví par les Japonais et leurs serviteurs du régime militaire chilien ne nous était pas inconnu. Nous savions que la déforestation massive des cordillères côtières avait fait disparaître, peut-être pour toujours, le spectacle des saumons remontant les rivières pour frayer. L'abattage de la forêt d'origine d'arbres aussi anciens que l'homme américain, et même d'arbustes incapables de donner de l'ombre, a fait de ces régions qui avaient toujours été vertes de lamentables paysages en voie de désertification. Et cet abattage a causé l'extermination de milliers de variétés d'insectes et de petits animaux qui rendaient possible la vie dans les rivières. Mais tout cela, nous l'imaginions bien plus au nord. Plus de 1000 milles nous séparaient de cette catastrophe. Et nous nous demandions, qu'est-ce qui se passe dans notre mer? Un matin de l'été 1984, nous avons eu la réponse. Ce que nous avons vu nous a glacés. Vous savez ce que c'est que le Kalush? Le vaisseau fantôme, le Hollandais volant, sous un autre nom. Eh bien, le Kalush lui-même ne nous aurait pas autant impressionnés que ce que nous avons vu devant le golfe de Trinidad, au sud de l'île Mornington. Nous avons vu un bateau-usine de plus de 100 mètres de long, avec plusieurs ponts, arrêtés, mais ces machines tournant à plein régime. Nous nous sommes approchés pour reconnaître le pavillon japonais qui pendait à la poupe. À un quart de mille, nous avons reçu un tir d'avertissement et l'ordre de nous éloigner. Et nous avons vu aussi ce que faisait ce bateau. Ils aspiraient la mer avec des tuyaux d'environ 2 mètres de diamètre. Ils sortaient tout en provoquant un courant qu'on a senti sous notre quille. Et après le passage de la suceuse, la mer n'était plus qu'une espèce de soupe noirâtre et morte. Ils sortaient tout, sans s'arrêter à penser aux espèces interdites ou sous protection. La respiration presque paralysée par l'horreur, nous avons vu plusieurs bébés dauphins se faire aspirer et disparaître. Mais le plus horrible, ça a été de constater que par un trop-plein fixé à l'arrière, ils rejetaient à l'eau tous les déchets de cette boucherie. Ils travaillaient vite. Ces bateaux-usines sont l'une des plus grandes saloperies inventées par l'homme. Ils ne vont pas sur les bancs. La pêche, ça n'est pas leur affaire. Ils cherchent la graisse ou l'huile animale pour l'industrie des pays riches. Et pour arriver à leur fin, ils n'hésitent pas à assassiner les océans. Cette année-là, en naviguant en pleine mer dans les parages du Faux Cap Horn, on a vu d'autres bateaux pareils, sous pavillon des États-Unis, du Japon, de l'Union soviétique, de l'Espagne, et ils faisaient tous exactement la même chose. Nous avons passé un mauvais hiver. J'étais à la fois désolé et furieux. Et je finissais par avoir envie de bourrer le Finistère d'explosifs et de me lancer toute voile dehors contre le prochain bateau aspirateur. Oui, nous avons vraiment passé un hiver épouvantable.
Vous avez déjà entendu parler de la chasse aux chevaux à l'australienne? C'est très simple. On repère en hélicoptère les troupeaux de chevaux sauvages et on attend la nuit. Alors, de puissants projecteurs rendent les chevaux fous de peur. Ils se mettent à galoper en rond et les chasseurs les mitraillent du ciel. C'est pour ça que Tanefuji avait attendu l'hélicoptère à Corcovado. Et ici, dans la grande baie, il mitraillait les baleines qui arrivaient, curieuses, à l'appel des projecteurs. Au matin, les Japonais continuaient à hisser à bord des baleines mortes. Nous les avons vus en charger une vingtaine à la file, et ils avaient travaillé toute la nuit sans relâche. Impossible donc de savoir combien ils en avaient tué. L'eau de la baie puait le sang, et les lambeaux de peau flottaient partout. J'ai senti qu'on arrivait à la fin d'un long voyage. Je ne pouvais voir pire saloperie. J'ai pensé débarquer Petit Pedro et me jeter avec le Finistère en plein contassin des machines du Nishinmaru. J'ai 500 litres de carburant à bord. Ça fait un bon molotov. Pedro a lu dans mes pensées, et pour la deuxième fois, il m'a parlé comme à un étranger. Non, patron, je suis plus de ces eaux que vous. Et il a mis la chaloupe à l'eau. Je l'ai vu ramer en direction du Nishinmaru. Quand il a été tout près, les matelots se sont mis à lui balancer des ordures, des boîtes de conserve, des déchets, que Pedro leur renvoyait sans arriver à les atteindre. Ensuite, ils ont braqué un jet d'eau. Les Japonais riaient en l'arrosant, et Pedro faisait de son mieux pour maintenir la chaloupe à flot. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer ce qu'il se proposait de faire en restant comme ça collé contre le Nishinmaru, pendant que l'équipage urinait sur sa tête. 2 nouveaux tuyaux d'arrosage s'étaient joints à la fête, et Pedro n'arrivait pratiquement plus à se maintenir à flot. Brusquement, une baleine chaudron a émergé tout près de la chaloupe. Avec beaucoup de précautions, elle a poussé Pedro et son embarcation pour les éloigner du bateau. Alors, obéissant à un appel qu'aucun autre homme n'a entendu sur les mers, un appel si aigu qu'il blessait les tympans, 30, 40, 100, une multitude de baleines et de dauphins se sont mis à nager à toute allure jusqu'à toucher presque la côte, pour se retourner avec une vitesse accrue et aller se briser la tête contre le bateau. À chaque nouvelle attaque, il y avait de nombreux morts, la tête éclatée. Mais les autres cétacés ne s'en souciaient pas, et ils ont répété leurs assauts jusqu'à ce que le Nishinmaru, dressé à la côte, menace de s'échouer. Ils l'ont poussé tout près des récifs, et à bord, ça a été la panique. Des matelots affolés mettaient à la mer les canots de survie qui étaient déchiquetés à coups de queue dès qu'ils touchaient l'eau. Soudain, un incendie s'est déclaré. L'hélicoptère a flambé sur le pont arrière, et Tanefuji a donné l'ordre de s'éloigner de toute la puissance des machines, sans se préoccuper du sort des matelots qui se débattaient dans l'eau, et qui ont été impitoyablement mis en pièces par les baleines et les dauphins. Vous avez du mal à croire tout ça. Je vous avais prévenu que l'histoire était incroyable. Incroyable aussi que les animaux aient laissé partir le Nishinmaru au moment où ils étaient sur le point de le faire échouer et pousser la chaloupe avec Pedro à bord jusqu'au Finistère sans même le frôler.
La gran lluvia del sur cae sobre Isla Negra, como una sola gota transparente y pesada. El mar abre sus hojas frías y la recibe. La tierra aprende el húmedo destino de una copa. Alma mía, dame en tus besos el agua salobre de estos mares, la miel del territorio, la fragancia mojada por 1000 labios del cielo, la paciencia sagrada del mar en el invierno. Algo nos llama. Todas las puertas se abren solas. Relata el agua un largo rumor en las ventanas. Crece el cielo hacia abajo, tocando las raíces. Y así teje y desteje su vez celeste el día, con tiempo, sal, susurros, crecimientos, caminos, una mujer, un hombre y el invierno en la tierra. La grande pluie du sud tombe sur Isla Negra, comme une goutte unique, transparente et lourde. La mer ouvre ses feuilles froides, la reçoit. La terre apprend l'humide destin de la coupe. Ô mon âme, il faut que tes baisers me donnent cette eau saumâtre, avec le miel du territoire, le parfum qu'a mouillé le ciel aux 1000 lèvres, la patience sacrée de la mer en hiver. C'est un appel. Toutes les portes s'ouvrent seules. L'eau fait un long récit de rumeurs aux fenêtres. Le ciel va vers le bas, touchant aux racines. Le jour fait et défait son céleste filet, tissé de thon, de sel, de murmures, d'élan, de routes, d'une femme et d'un homme, et de l'hiver sur terre. Je prends congé, je rentre chez moi. Dans mes rêves, je retourne en Patagonie, où le vent frappe les étables, où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète. Je vous aime tous. Et je vais errant par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge. Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir 100 fois, c'est là que je voudrais mourir. Et si je devais naître 100 fois, c'est là aussi que je veux naître, près de l'Araucaria sauvage, des bourrasques du vent du sud et des cloches depuis peu acquises. Qu'aucun de vous ne pense à moi. Pensons plutôt à toute la terre. Frappons amoureusement sur la table. Je ne veux pas revoir le sang, imbiber le pain, imbiber les haricots noirs, la musique. Je veux que vienne avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées, que nous allions au cinéma, que nous sortions boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venue résoudre. Je suis venue ici chanter. Je suis venue afin que tu chantes avec moi.
directeur des veillées, messieurs, dames. Jean à la technique, messieurs, dames. Il est là-bas, il se cache, mais il va venir. Sans lui, il n'y aurait pas eu de lumière. Cette soirée a été inspirée par les œuvres photographiques de Manuel Echevarria de Carcer, qui est là. Où est-ce qu'il est? Manuel, s'il te plaît. Et je vous invite tous à revenir parce que l'exposition dure encore, Anne-Marie, jusqu'à... Pardon? 15 mars. Jusqu'au 15 mars. Là, aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes conditions pour regarder par les hublots de l'avion pour voir tout ça. Mais si vous revenez, il n'y aura plus les fauteuils, il n'y aura plus les hôtesses, il n'y aura plus rien. Vous serez seul pour voir ça. Je vous invite à revenir, elle est vraiment magnifique. Le voyage que nous venons de faire, nous le devons à la volonté et à l'enthousiasme d'Anne-Marie Genevière, qui est là. C'est elle qui nous l'a proposé, qui avec Manuel a sélectionné les auteurs et les œuvres, les œuvres les plus remarquables sur la Patagonie. Merci Anne-Marie de nous avoir fait partager ta passion pour ce monde du bout de monde, pour nous avoir permis de rencontrer Jean-Michel, qui est là. Voilà, j'espère que ce voyage au pays du froid vous a plu et que vous avez trouvé des choses pour vous y réchauffer. Voilà.